Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. 2 mois et demi qu'elle dure. La fermeture de la frontière nigériane décidée d'autorité par le Nigeria le 20 août dernier. Une décision unilatéralement prise par le géant de l'Est pour, dit-il officiellement, lutter contre l'entrée sur son territoire d'un certain nombre de produits interdits, dont le riz importé, l'essence de la contrebande, les voitures d'occasion. La décision aussitôt prise, le Bénin, à en croire le receveur, ce serait plié en 4 en vue du respect des réglementations retenues. Mais coup de tonnerre dans le ciel béninois. La mesure draconienne en vigueur est annoncée pour être prolongée jusqu'au, tenez-vous tranquille, 30 janvier 2020, sur décision du chef d'État nigérien Muhammadu Buhari. Que se passe-t-il? Pourquoi encore enfoncer le clou, mesdames, messieurs? Fermeture de la frontière nigériane au-delà des paradigmes économiques. Urgence pour le Bénin d'actionner enfin des leviers politiques. C'est la question qui taraude les esprits désormais. Alors regarde, dans un instant, d'un homme de droit, acteur en gestion de crise et d'un analyste économique pour nous aider à mieux comprendre les tenants et aboutissants, mais aussi les non-dits de cette crise qui perdure. Déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Maître Sadikou Alao, président du GEDES Afrique. L'homme est déjà intervenu plus d'une fois sur le sujet. On n'oublie pas le communiqué qui fait grand bruit ces dernières heures-ci. Il est aussi avocat au barreau du Bénin. C'est à raison donc que l'homme a accepté de nous accompagner. Maître Sadikou Alao, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci pour la disponibilité. Il n'y a pas de quoi, c'est un devoir, je vous ai dit toujours. Alors là, merci pour le devoir sans cesse accompli. Merci. En face de vous, il n'a pas le présenté, mais ça fait un moment. Par ici, Kasmik Pédior, c'est son nom, analyste économique. Il est le directeur de publication de Nouvelle Économie. L'homme aussi s'est plié en 4, comme l'État béninois. Mais pour ce plateau aussi, pour nous accompagner. Kasmik Pédior, merci pour la disponibilité. C'est tout le plaisir pour moi, Joël. Ah oui, je suis heureux de vous arracher le sourire. Fermeture des frontières nigérianes. Mesdames, messieurs, le blocus reste toujours de mise et handicape chaque jour un peu plus l'économie béninoise. Le cœur n'est pas à la joie. Mais alors, que faire? Que faire pour que, enfin, on puisse tourner cette page? L'État béninois dit, à travers la voix de son ministre des Affaires étrangères, n'a pas croisé les bras. Des efforts se font au quotidien pour essayer de tourner une fois pour toutes cette page. Kasmik Pédior, en parlant d'efforts, que peut-on officiellement retenir? Des efforts, non. Des actions se font, oui, mais des efforts, on va analyser. Des actions, oui, on en a vu par ici déjà, donc au soir du 20 août 2019, l'État béninois a engagé donc une série d'actions en faveur de ses pairs, notamment donc le président ivoirien, le président burkinabé et pourquoi pas le président nigérien pour véritablement donc solliciter leur concours, leur aide pour pouvoir discuter avec l'État fédéral, pour pouvoir discuter avec son voisin qui donc voit de mauvais œil désormais les importations. L'État béninois a aussi engagé des actions allant dans le sens d'interdiction d'un certain nombre de produits à travers donc la Direction générale des douanes et des droits indirects au Bénin. L'État béninois a pris une liste de produits, même si ces produits sont... enfin, le débat se fait en ce moment. Il y a quand même un certain nombre de produits qui sont désormais prohibés au Bénin. C'est des actions. Des actions aussi allant dans le sens de la relecture, de la révision donc du contrat, de ce fameux contrat-là, l'accord de Badagry, pour revoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui véritablement pourrait être amélioré dans le sens donc d'une bonne collaboration avec le Nigeria. Et enfin, des missions, j'allais dire, au niveau des frontières, notamment donc la dernière, cette mission donc de la diplomatie béninoise et de quelques partenaires de la CEDEAO, du FMI, de la Banque mondiale. Enfin, l'État béninois a engagé quand même un certain nombre de choses pour comprendre un peu l'impact économique surtout, mais aussi social de cette mesure-là sur véritablement le train-train quotidien des Béninois. Donc voilà quelques actions pêle-mêle qu'on peut citer en termes donc
d'efforts, en termes d'action, allant dans le sens véritablement de voir qu'est-ce qui peut se faire. Maintenant, quel est le regard de l'économiste, quel est le regard de l'analyste, ça, nous allons le voir dans l'évolution. Ne vous en faites pas, on reviendra vers vous pour en savoir un peu plus sur votre regard sur l'impact que pourrait avoir de ces genres d'actions. Mais ce qui est certain, mesdames, messieurs, vous venez de le constater, oui, des actions, l'État béninois en a mené et ne compte pas s'en arrêter là. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, l'État béninois a récemment fait un certain nombre de déclarations. La substance avec le ministre des Affaires étrangères, que je vous cite ici, notre pays, disait Aurélien Aguilonsi, n'a pas changé de porte-clés. Nous n'avons pris aucune mesure qui puisse constituer une entrave à la circulation des personnes et des biens. La main des Béninois reste tendue pour explorer les voies et moyens pour surmonter rapidement alors cette crise. Manifestement, l'État béninois, peut-on dire, mesdames, messieurs, a envie d'en finir avec cette fermeture qui ne fait que trop durer. Alors, Maître Sadiko Alao, quand on suit le ministre et on ajoute ceci à ces actions qui ont été menées, est-ce qu'on ne peut pas dire objectivement qu'il revient aujourd'hui à l'État nigérien de faire vraiment des efforts pour qu'on ne parle que de cette affaire au passé? Merci, cher ami. Je vais sortir un peu du sujet parce que nous vivons des heures tristes, comme vous le savez. Nous avons perdu le grand frère Albert Ebouegle. Nous avons perdu aussi un collègue, l'ancien ministre Tidjani Serpos. Ce sont des personnalités très importantes. Je ne peux pas me permettre de prendre la parole dans un débat aussi important que celui-là sans évoquer leur mémoire et sans dire que notre État gagnerait à se souvenir de ses fils qui ont sacrifié une bonne partie de leur vie au service du pays. Je crois que le Conseil des ministres aurait pu observer une minute de silence à l'occasion de ces deuils, parce que tel vous traitez les autres, tel on vous traitera demain. On ne peut pas déshumaniser à ce point la vie politique du pays. Maintenant, cela dit. Oui, cela dit, vous voulez enclencher avec ma question, mais vous permettez, chers téléspectateurs, très humblement, ma modeste personne voudrait, au nom de SICA TV, joindre sa voix à celle de Maître Sadiko Alao pour présenter vraiment les condoléances les plus attristées à toute la nation, aux familles éplorées. Et puis, vraiment, la terre le soit légère. Le Bénin a perdu de dignes fils, mais au-delà, c'est tout le continent africain qui a perdu de grands noms. Albert Ebouegle, l'homme n'est plus à présenter. C'est pour ce Tidjani, il n'est plus à présenter non plus. Mais c'est aussi cela la vie. Une fois encore, que la terre le soit légère. Maintenant, ça dit quoi là-haut? Je me retourne vers vous. Pour ce qui nous unit, eh bien, est-ce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que, au regard des efforts, votre vis-à-vis disait il faut bon nombre des actions, mais au regard de ces actions, de cet engagement de l'État béninois, que la balle aujourd'hui est manifestement dans le camp du gouvernement nigérien pour trouver la porte de sortie idéale pour tous. Bon, excusez-moi, je vais vous contredire un peu. Ah bon? Je ne pense pas. Il n'y a pas de problème, la parole est libre par ici. De manière très très claire que la balle n'est pas dans le camp du Nigeria. Comment ça? Encore moins. C'est un abus de langage de dire que la main du Bénin reste tendue. Un abus de langage. Le ministre n'a pas parlé en son nom, mais au nom de l'État, au nom du gouvernement. Je dis que c'est un abus de langage, c'est faire économie de vérité par rapport à la réalité. Quelle est-elle alors, cette réalité? Parce que les gens parlent du problème de la fermeture de la frontière comme si c'était un événement ex nihilo, qui est tombé comme un cheveu sur la soupe, comme si c'est la première fois qu'on fermait cette frontière. Vous n'êtes pas sans savoir que la frontière a souvent été fermée. Oui, c'est là la surprise de Béninois, de constater que cette fois-ci, elle a duré. Et elle a toujours été ouverte après quelques négociations, après quelques jours. Donc la question qu'on devrait se poser, pourquoi cette fois-ci c'est si long? On se la pose. Vous avez la réponse, Maître Sadiko? Mais bien sûr, il suffit de faire une bonne analyse géopolitique de la situation. Ok, elle est laquelle? C'est parce que cette analyse n'est pas faite, on prend la fermeture de la frontière comme un acte isolé, sans analyser tout le contexte. Demandez-vous, qu'est-ce qui a changé par rapport aux anciennes fermetures de frontières?
Qu'est-ce qui a changé? Mais ça dit quoi là-haut? Voilà. Vous savez, les États, quelles que soient les populations qui vivent de part et d'autre, je ne vous l'apprendrai pas, les États n'ont que des intérêts. Donc, si le Nigeria fait un certain nombre de concessions, ce que les gens appellent des faveurs, au Bénin, en laissant réexporter un certain nombre de produits, en laissant les Béninois venir s'approvisionner sur le marché nigérian en hydrocarbures au prix concessionnel accordé aux Nigérians, même en vendant de l'électricité à crédit au Bénin, ce n'est pas simplement pour les beaux yeux des Béninois, non. C'est ça. Le Nigeria escompte au moins certains avantages de cette situation, de ces concessions faites au Bénin. Et le Nigeria, qui est organisé pour ça depuis des années, depuis l'indépendance, ils ont investi des milliards à former des Nigérians, à devenir bilingues, à devenir francophones pour connaître le système bancaire, le système économique, le système financier, y compris le secteur informel de la plupart des pays, parce que le Nigeria a pour ambition de devenir un pays industriel, pourvoyeur de biens et services dans l'ensemble des pays francophones, parce que le Nigeria sait que cette population, en plus de sa grande population, constitue un marché naturel. Et le Bénin est la première porte. Donc, toutes les concessions faites au Bénin, c'est au moins en grande partie parce que le Nigeria espère que de ces bonnes relations économiques, le Nigeria pourra réexporter, même s'installer économiquement au Bénin et avoir des entreprises qui réexporteront vers les pays francophones et les autres pays anglophones, le Ghana et autres. Mais ça a toujours été fait. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont changé? Mais les choses ont drôlement changé au Bénin, ce n'est pas au Nigeria. Les règles de la communauté ne peuvent plus être respectées au Bénin parce que depuis 2016, le libéralisme économique du Bénin a voulu que la plupart des activités économiques soient concentrées entre les mains d'une seule personne. Vous avez parlé du coton au départ, mais du coton, on est passé par le port, on est passé par l'aéroport, et que sais-je encore, même le ravitaillement en énergie qui était confié à des particuliers à cause des coupures, c'est passé entre des mains qu'on connaît bien. Toutes ces activités se sont trouvées concentrées entre les mains d'une seule personne ou d'un seul groupe. Et tenez-vous cela pour dire, c'est que c'est entre les mains d'un seul groupe, mais le Nigeria n'est pas sans savoir que même ces exportations maintenant dans les autres pays par la traversée du Bénin sont taxées au profit de ce groupe. Donc le Nigeria se dit, mais tout ce que nous pouvons faire, voilà nos opérateurs économiques installés au Bénin qui n'ont pas leur licence renouvelée. Voilà la traversée du Bénin pour exporter nos produits qui est désormais taxée. Et nous ne pouvons rien faire. Nous découvrons que c'est une seule personne. Toutes les affaires d'exportation, d'importation et de réexportation sont contrôlées par Bénin Contrôle dans le système du PBI. Et vous savez qui est le patron de toutes ces activités. Le Nigeria se dit, mais si c'était la douane qui exerçait les fonctions régaliennes, on peut discuter entre administrations douanières et trouver une manière de contrôler. Mais les discussions deviennent difficiles parce que la douane, au Bénin, n'exerce pas cette fonction régalienne. C'est Bénin Contrôle. Et Bénin Contrôle est contrôlé par qui? Par le grand patron. Et le grand patron se trouve être patron du pays, contrôleur de l'ensemble des systèmes d'importation
Mais l'affaire est bouclée, verrouillée. Oh, mais Voilà ce qui a changé et qui fait que le Nigeria se dit, mais il n'y a plus d'espoir. Même pour traverser le Bénin, il faut payer des taxes. Et qui vont entre les mains de qui? À plus de 80%. Toujours Bénin contrôle. Tu veux discuter avec le juge qui est en même temps la partie intéressée? Il n'y a pas de discussion. Celui qui est en face de toi, c'est lui qui est intéressé. Quelle discussion est possible? Vous avez entendu les déclarations de Dangote? Mais le Nigeria le ressent comme ça. On ne peut plus rien faire avec ce voisin. Non, mais- Il tue nos entreprises. On ne peut même pas discuter. Kazim Pidjo, si le problème reste toujours à ce niveau, on peut quand même s'interroger de droit. On suit Maître Sadi Koualao. C'est vrai que si les choses sont en l'état, c'est vraiment inquiétant. Mais alors, le Nigeria, c'est quand même une puissance, comme il a dit. Et de ce fait, est-ce qu'il ne faut pas considérer les propos du ministre des Affaires étrangères? Les Béninois ont toujours la main tendue. Est-ce que le Nigeria, aujourd'hui, a vraiment de raison à dire qu'en face, qu'il n'a plus l'État? Puisque les Béninois ont la main tendue, a dit un représentant de l'État. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour relancer la machine si c'est là que ça croche? Le Bénin n'a pas la main tendue, les Béninois n'ont non plus la main tendue, mais peut-être le groupuscule qui profite donc de la situation, qui bénéficie de la geste donc du Nigeria, a peut-être la main tendue pour revoir donc la copie, parce que moi je vais gérer beaucoup plus dans les chiffres. Vous savez, lorsqu'on dit le Nigeria, lorsque donc l'invité Maître Alao dit donc que le Nigeria fait des concessions non pas en amitié mais plutôt en intérêt, vous savez que la contrebande nourrit l'économie béninoise à hauteur de 33%. Le produit intérieur brut du Bénin est alimenté par le Nigeria, par la contrebande à hauteur de 33%. Ces 33%, lorsque nous les greffons, la douane béninoise et les deux autres régies financières, à elles seules, contrôlent donc cette contrebande-là à hauteur de 975 milliards par an. Alors, il vient de démontrer que désormais, ces fonctions régaliennes de la douane sont aux mains de Bénin Contrôle à travers le programme de vérification des importations dites de nouvelle génération ou de quelle génération, je ne sais. Alors que ce soit au port autonome de Cotonou, que ce soit à l'aéroport international, que ce soit au niveau donc des ports, désormais c'est Bénin Contrôle qui contrôle 915 milliards de francs CFA. L'État nigérien est-il aujourd'hui prêt à continuer par alimenter, pas donc être conciliant envers le Bénin ou un groupe d'individus qui contrôlent désormais l'économie du pays? Toute la question est là. C'est sous cet angle qu'il faut voir le problème. C'est sous cet angle-là. Et il y a aussi des volets politiques. Certainement que nous allons. Mais lorsque nous restons donc dans le volet économique, on ne peut pas donc continuer. L'État nigérien ne peut pas alimenter un individu au détriment de 11 millions de personnes. Non, c'est pas possible. Depuis 2016, la douane béninoise a été dépouillée de sa fonction régalienne. Les individus, enfin, les douaniers aujourd'hui ne sont que l'homme d'eux-mêmes. Ils ne travaillent plus pour la postérité ni pour la prospérité de l'économie béninoise. C'est de retrouver en face de lui comme alors, interface. à défaut donc que les Béninois réagissent, prennent en main le contrôle, reprennent en main le contrôle de leur économie, à défaut de voir donc un peu réagir pour réclamer l'ordre normal des choses, le Nigeria a pris sur lui la responsabilité de reprendre en main ce qu'il donnait, ce qu'il offrait en contrepartie d'un certain nombre de fonctions que le Bénin lui offrait. Donc désormais, le Nigeria dit, s'il en est ainsi, moi, je cesse donc d'être le partenaire économique d'un État. Alors, on a trouvé un produit comme le riz pour dire désormais on interdit. Mais ce n'est qu'un produit sous-jacent. Sinon, véritablement, c'est les exportations, les exportations des produits, la réexportation des produits en direction donc du Nigeria qui donc a été interdit à jamais
Alors, vous aviez semblé dire tout à l'heure, pas semblé, les mots étaient clairs, qu'aujourd'hui les intérêts de l'État nigérien sont menacés. Est-ce que vraiment, en toute objectivité, on peut le dire, il y a la coopération qui existait, la circulation des biens des personnes, et le ministre l'a martelé, pas date pour contrarier ou mettre en difficulté les rapports de bon voisinage en termes de coopération. Alors, le ministre a fait économie de vérité, je le dis comme donc mon vis-à-vis, pour dire que le ministre des Affaires étrangères a oublié que dans ce pays, le ministre le ministère de l'économie et des finances a pris un arrêté pour flanquer 86 000 francs CFA sur un camion transportant du ciment venant de l'Est vers l'Ouest, en transit bien évidemment, oubliant qu'il y a des produits qui transitent également du nord vers le sud. Je prends l'exemple d'Areva qui fait transiter donc de l'uranium, mais on n'a pas flanqué ça. Donc la mesure a été prise de l'Est, c'est le Nigeria, vers l'Ouest, c'est le Togo et les pays donc, de l'Afrique de l'Ouest. Et donc désormais, on transporte du ciment et on perçoit aux ports, à travers Bénin Contrôle, 86 000 francs et on verse 50 000 francs à Bénin Contrôle et le reste dans les caisses de l'État. C'est de ça l'invité parle. Et donc, le ministre a oublié ça. L'autre chose que le ministre a oublié, l'opérateur économique, enfin, Glomobile, a cessé de fonctionner au Bénin. Et ça, c'est un Nigérien qui a ça. Tout le monde sait ça. Et pour faire croire que tout va bien, on a invité un autre Nigérian, Tonu Milou, avec qui on travaille au pays, pour faire croire que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Les rapports de bon voisinage sont dégradés, sont brouillés. Et face à cette situation, permettez donc que le Nigeria puisse donc réajuster sa position vis-à-vis du Bénin. Et ça, ce n'est pas dans les normes communautaires. Lorsque vous interdisez à des locaux africains à exercer, alors que vous avez ratifié l'accord de libre-échange continental, la ZLECAf, alors que vous avez ratifié en 2015, le 1er janvier 2015, l'accord donc du tarif extérieur commun de la CEDEAO, et que vous interdisez à des Nigérians de venir exercer au Bénin, et que vous flanquez donc des tasses hors normes sur donc des produits locaux, ça pose un problème. Souffrez alors que l'État nigérien, l'État fédéral puisse aussi prendre des mesures, puisse prendre l'âme économique pour aller donc réclamer ce qui est de droit. On vous aura compris ces questions, je reviens vers vous, mais ça dit quoi là-haut? Si on vous suit, et qu'il est vrai qu'il y a anguille sous roche, et des éléments que vous sortez qui poussent à réfléchir fondamentalement, on peut alors se demander si c'est les rapports vraiment de bon voisinage qui sont en cause si profondément. Alors, pourquoi la CEDEAO s'autorise-t-elle à prendre son bâton de pèlerin pour voir ce qui se passe, au lieu d'aller au fond des problèmes, si les choses sont avérées? Oui, mais la CEDEAO est dans son rôle. Vous savez, on vient de faire une analyse géopolitique de la situation. Les organes de la CEDEAO finiront par s'en rendre compte, mais ils reçoivent la plainte du Bénin. Ils sont venus constater un état matériel. Mais lorsqu'ils recevront le dossier du Nigeria sur les causes de cette situation... Les vraies, c'est cela? Les vraies causes de la situation. Ce n'est pas ce qu'on constate avec les camions garés. Mais d'où vient tout ça? Tout ça vient de la nouvelle politique béninoise de réexportation et de la politique intéressée de gagner au maximum sur le transit au détriment du Nigeria, qui ne trouve plus son compte dans la capacité non seulement d'opérer au Bénin en zone francophone, d'avoir des entreprises qui puissent être librement installées sans qu'on les traite, sans que ce soit de nouvelles vaches à lait, et que chaque traversée du Nigeria fasse l'objet d'une taxation nouvelle sur laquelle le Nigeria n'a aucune emprise. On vous a dit même, vous avez su, que Dangote voulait installer une cimenterie au Bénin. Oui. Et le Bénin a dit niet. Et en disant qu'il y a déjà
2 ou 3 cimenteries. Et ça, c'est vrai, ça dit quoi là? D'accord. Qu'il y avait des cimenteries. Oui, mais les cimenteries qu'il y a appartiennent au secteur privé, C'est vrai je aussi. suppose. Que veut le peuple béninois? Du ciment en abondance et au prix le plus compétitif. C'est bien ça? C'était ça. Dangote produit un ciment qui est à moins de 35 000 francs la tonne. Pourquoi le peuple béninois n'aurait-il pas le droit de bénéficier de ces ciments à moins de 35 000 francs la tonne? Quel intérêt le gouvernement béninois ou ceux qui nous dirigent ont à protéger des ciments à plus de 70 000 francs la tonne? Mais analysons des problèmes, en réalité, un à un. Moi, je les connais. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi un opérateur économique nigérian qui veut venir faire du ciment au Bénin ne devrait pas le faire s'il est compétitif? C'est son problème. Le Bénin percevra ses taxes. Qui se cache derrière ce protectionnisme? Si vous vérifiez bien, vous découvrirez que ce sont toujours les mêmes. Ah ouais, décidément. Alors, beaucoup espéraient qu'avec le passage de cet émissaire de la CEDEAO, que les choses aillent de l'avant. Mais là, quand on suit Sadiko là-haut, c'est comme si on a encore fort à faire pour pouvoir voir les sanctions s'élever. Mais là encore, il ne faut pas désespérer parce qu'il dit il faut se retourner vers les gouvernants. Casimir Pédio, la CEDEAO peut-elle parvenir à faire entendre raison aux deux parties? J'avais envie de dire les deux parties. Mais avant, permettez que je revienne un peu sur la question du ciment pour expliquer un peu la question de l'importation et qui n'est pas donc la bienvenue au Nigeria. Vous savez, nous avons au total 5 cimenteries au Bénin. Sur les 5 cimenteries, il y a 4 qui appartiennent à la fois au Bénin et à l'Europe. Il n'y a qu'une seule cimenterie qui est du ressort, qui est du droit béninois. Les 4 autres appartiennent donc à l'Europe. Et la matière première vient directement de l'Europe. Le clinker, c'est-à-dire le calcaire chauffé, vient de l'Europe, soit de Paris ou de Berlin. Et est donc broyé. Donc nous avons 4 usines. Sur les 4 usines qui n'appartiennent pas au Bénin, il n'y a que des usines de broyage de ciment. La seule usine, elle vient d'être installée et appartient donc à un Sénégalais. Alors, l'opérateur Dangote produit du ciment made in Africa. Ces ciments sont d'ici. Lui, il exploite le calcaire du sol africain et veut exploiter le calcaire béninois. Et c'est pourquoi l'opérateur économique a demandé à installer son usine. Mais contre toute attente, pour des questions d'importation du clinker au pays, et on a donc triché parce qu'on ne veut pas payer les droits à l'importation, on amène du clinker pour broyer en Afrique, au Bénin, on a refusé. C'est la question. C'est ça le Nigeria refuse. C'est pourquoi le Nigeria a fermé ses frontières. Pour dire je ne veux pas de l'importation. Produisons du ciment en Afrique. Produisons du ciment au Bénin. Entre autres raisons, puisque vous Merci. avez beaucoup de choses. Donc, vous comprenez. Alors, quand j'en viens à votre question... La CEDEAO. La CEDEAO, oui. La CEDEAO était où quand on importait le clinker? La CEDEAO était où quand on a arraché à la douane béninoise ses attributs et on a confié à un privé, à un particulier? Ne dites pas que l'émissaire est venu pour rien, non? Je ne dis pas qu'il est venu pour rien, mais il ne soit pas au parfum de l'information. Il n'a pas la bonne information. On ne peut pas, au nom du droit communautaire, violer les principes de libre-échange. C'est la CEDEAO même qui a instauré la question de libre-échange des valeurs donc à la douane des importations. La CEDEAO défend les produits locaux. Mais je ne comprends pas comment cette même CEDEAO peut venir demander au Bénin ou bien au Nigeria d'être conciliant en faveur donc du Bénin. Non, ce n'est pas possible. La CEDEAO veut-elle encourager l'importation des produits sur son sol? J'espère que vous ne diriez pas que la CEDEAO est venue pour, je ne sais pas, caresser l'ego des Béninois. Parce si que ce n'est pas donc de la... Si c'est pas, nous vivons du calvaire, mais ce
ce que le Nigeria est en train de dénoncer ici, c'est pire que ce que les Béninois vivent. C'est l'économie aux mains, c'est l'économie qui est passée de son État vers son État privé. C'est pas possible. C'est la privatisation de l'économie béninoise. Je l'ai dit tantôt, c'est 975 milliards qui étaient dans les gérants de l'État qui sont passés aux mains des privés désormais. Et au nombre de ces 975 milliards, c'est le Nigeria qui fournit ça. Et désormais, le Nigeria dit, puisqu'il en est ainsi, et que vous, peuple béninois, vous ne voulez pas réagir, moi j'interdis alors, le Nigeria, je vous laisse... Ce que le Nigeria semble dire, si on vous suit économiquement, c'est, oui, je veux bien accompagner l'État, mais je ne vais pas mettre ma manne financière aux mains de l'individu. Et c'est ça, vous allez voir, les mesures sont graduelles au niveau du Nigeria. Vous avez vu, au début, on a interdit l'importation, de façon générale. Mais après, on a coupé l'électricité. Parce que des factures restent impayées. Et quand on a fini ça, aujourd'hui maintenant, c'est sur les 20 km, la ronde, enfin, les 20 km des frontières avec le Bénin, on n'approvisionne plus les stations-service parce que le produit qui est vendu au Bénin, c'est un produit subventionné au Nigeria. C'est l'État nigérien qui subventionne ces produits pour son peuple, pour sa population. Et c'est ça qui est allé acheter frauduleusement, qui est envoyé au Bénin et qui donc fait l'objet de contrôle. C'est cette mesure-là qui est tombée, les Béninois se sont dit, mais vraiment, non, honnêtement, quand on s'arrête à vos développements techniques, il n'y a vraiment pas quelqu'un derrière du Nigeria qui pousse le Nigeria à ces actions-là et que c'est vraiment la notion, je ne sais pas, du nationalisme, d'intérêt patriotique et qui pousse à tout ceci que le Bénin vit. Vous voyez, le linge sale est au Bénin. Vous insistez, le linge sale est au Bénin. Et c'est pour que les Béninois n'y comprennent rien qu'on se tait, qu'on dit la main tendue. Mais en réalité, c'est les pratiques économiques et commerciales du Bénin qui sont des pratiques désastreuses pour le Nigeria et pour les Nigérians. Mais regardez tous les actes qui se sont succédés depuis 2016. Le Bénin était dirigé par d'autres personnes avant ça. Pourquoi il n'y a pas eu ce radicalisme? Et vous certifiez qu'il n'y a pas de gens qui manipuleraient l'État nigérien? Non, mais je dis que les États n'ont que des intérêts. Les faveurs ou les compréhensions dont le Nigeria est l'objet vis-à-vis du Bénin, alors, ça doit être compensé par les facilités de certaines conventions internationales. Mais le Bénin a décidé non seulement de durcir, mais de confisquer au profit d'un seul particulier. Le Nigeria, s'il s'agissait de discuter d'État à État, que les dirigeants béninois n'étaient pas personnellement intéressés dans la discussion, le débat serait facile. Mais lorsque vous discutez avec quelqu'un qui est en même temps propriétaire de ces intérêts-là, le débat va où? On a bien noté, on revient là-dessus, puisque c'est une émission contribution. Pourquoi le Bénin, posez-vous la question, oui. Pourquoi le Bénin, dans l'histoire de la Zéleka, pourquoi le peuple béninois n'a jamais été informé que le Bénin s'apprêtait à adhérer? Pourquoi c'est au moment où le Nigeria a déclaré son adhésion que le Bénin a en même temps adhéré? Vous ne vous posez pas la question sur certaines coïncidences? Il y a des gens malins quelque part qui exploitent toujours tout. Il faut vous poser des questions sur les choses qui se passent. Oui, mais on a eu des réponses en ce moment-là. Il paraît que le voisin de l'Est, qui reste quand même un bon voisin, s'y prend des décisions aussi importantes pour la communauté. Vu toute cette envergure, il est de bon temps que le Bénin emboîte les pas pour en bénéficier et jouir des mal aussi. Et ça, on ne peut pas en vouloir au Bénin. Le Niger est là. Vous n'allez pas comparer le Niger au Nigeria. Le Niger est là à côté du Nigeria. Le Tchad. Le Tchad est là. Le Cameroun. Mais vous savez la question que le Nigeria a posée? Non. La question c'était laquelle? Au sujet de certaines importations en direction du Tchad. Vous connaissez la question du Nigeria? On veut savoir. Le Nigeria a dit que pour importer au Tchad, les ports les plus proches sont les ports camerounais et les ports nigériens. Que comment explique-t-on que ce soit le Bénin
qui reçoivent certains produits Et pas en assez. conteneur pour le Tchad, pour venir traverser le Nigeria et aller jusqu'au Tchad. Et c'est là où les armes disparaissent dans le triangle de Kousséri. Vous connaissez le triangle de Kousséri? Tout à fait. Pour ce que l'histoire nous renseigne. C'est dans ce triangle que les armes disparaissent. Et où Boko Haram se sert. Oui, question de sécurité. En tout cas, là-dessus, l'État béninois a pris aussi un certain nombre de dispositions pour éviter que ces situations se répètent. Les données économiques, et voilà, il y a des éléments à exploiter, oui, les paradigmes économiques à exploiter pour permettre à ce que le vivre ensemble reprenne de plus belle entre ces deux communautés. Mais alors, on entend dire qu'au-delà des questions économiques, il faut aussi voir sur le terrain politique. Vous pensez aussi que politiquement, il y a des éléments à explorer pour mieux comprendre ce qui se joue actuellement? Mais c'est plus que sûr, je l'ai dit en filigrane. Plus que sûr. C'est plus que sûr. Mais quand on vous entend évoquer les données économiques, oui, on se disait que c'est plus j'ai suffisant. parlé des données politiques, mais en filigrane. Parce que le verrouillage de l'économie béninoise, pas une équipe, ou pas la nouvelle équipe, mais c'est accompagné de mesures liberticides et de lois nouvelles pour consolider cette entreprise. C'est ce qui... Ça a un lien? Ah, bien sûr. Les mesures que certains ont eu à dénoncer, S'il n'y avait pas cet arsenal de législation, s'il n'y avait pas cette manière d'assujettir la justice afin qu'elle ne dise que ce qu'on veut lui faire dire, beaucoup de particuliers, y compris les étrangers nigériens, auraient saisi les juridictions béninoises pour faire condamner l'État béninois. Mais l'État béninois a tout verrouillé, même ses propres citoyens ont été verrouillés, embastillés, des lois nouvelles sont sorties, les gens se sont retrouvés en prison. Nos cours ne sont plus des cours indépendants. C'est un homme de droit qui parle, j'espère que vous prenez la mesure de ce que vous dites là. Mais bien sûr, mais tout le monde le sait. Quel magistrat n'a pas peur dans l'exercice de sa fonction? Vous l'avez dit, quel magistrat n'avait pas peur, j'imagine. N'a pas peur. Aujourd'hui, les magistrats ne sont pas indépendants. Le Conseil supérieur de la magistrature a été remanié pour les tenir. Et la Cour des miracles confirme toujours ce qui est décidé par le gouvernement ou par l'Assemblée nationale. D'ailleurs, la Cour des miracles même a dit qu'elle est là pour renforcer l'administration et l'État dès le départ. Donc, rien d'étonnant. Donc, vous avez cette démocratie totalement en panne, couronnée par une assemblée illégitime. Tout cela fait que vous avez un contexte de manque de crédibilité et le Nigeria a essayé à plusieurs reprises de nous aider en disant on doit desserrer le taux dans ce pays où il n'y a plus d'opposition, où il n'y a qu'une seule voix. Mais la seule voix, ce n'est pas pour les beaux yeux, c'est pour mieux contrôler ce qu'on a pris. Et une fois qu'on a tout pris, pour être sûr qu'on peut le garder et qu'on ne sera jamais puni, la Constitution doit venir sceller cela. Et tout le travail qu'on a fait depuis 3 ans, c'est pour en arriver là, même si on a eu des cadavres au passage, qu'on essaye d'amnistier. Vous avez compris que tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est pour conserver les biens mal acquis, les intérêts mal acquis. Au Kazmi Pidjo aussi, les volets politiques s'y ajoutent. C'est vrai, vous êtes économique, mais vous êtes citoyen aussi, vous observez. Le volet politique, quand ça vient souvent, on évoque de temps à autre la personne de Bonigayi. Votre vis-à-vis a parlé de la question d'amnistie tout à l'heure. Dites, avec cette amnistie, pour parler et rapporter les propos du gouvernement amnistie accordée à Bonigayi, est-ce que Bonigayi ne peut pas alors aider à dégeler cette situation? Je voudrais reprendre le chef de l'État, Patrice Talon, lors de son émission, bien sûr, qui refusait à la communauté internationale et à la presse de chaque fois parler de cette dame qui a disparu et de parler d'une situation globale. Et donc, dans cette amnistie, je voudrais aussi qu'on ne parle plus de Bonigayi et qu'on parle de tous ceux qu'on a graciés. Je veux parler donc de ceux qui ont donné l'ordre de tirer. Je veux parler de ceux qui ont tiré.
Tout cela a été gracié. Donc, ce n'est pas que Boni Yayi qui a été gracié désormais. Alors. Et donc, ce n'est pas Boni Yayi qui va dénouer la situation au Nigeria. C'est tout le monde. C'est nous tous qui allons dénouer cette situation. Et je voudrais expliquer au peuple béninois que les 3 régies financières sont en chute libre, sont en dégradation avancée, sont en putréfaction. Votre mot de la fin, il paraît qu'on n'a plus beaucoup de temps. Depuis 2016, le Bénin, les régies financières du Bénin sont en dégradation. Il va falloir que l'économie retourne au giron de l'État central. Il va falloir que le peuple béninois reprenne le contrôle du développement du pays afin que le Nigeria puisse nous venir encore en aide pour les 20 prochaines années. Vous savez, ce qu'il y a de plus dangereux dans un pays, ce n'est pas le silence du peuple, mais c'est la même mise des autorités sur le peuple, sur l'économie du peuple. Je crois que nous avons beaucoup à gagner en revoyant nos positions. Ces lois qui ont été votées n'arrangent pas le Bénin. Et si le Nigeria durcit, si le Nigeria est passé du 31 décembre au 31 janvier 2020, c'est que véritablement, il n'y a rien qui fixe l'espoir à l'horizon. Quand vous prenez la loi des finances, aucun des ministères de l'agriculture, de l'économie, du commerce, de l'industrie n'offre la possibilité aux Béninois de doubler leur production annuelle et de l'envoyer au Nigeria. Il n'y a pas un iota. Donc vous demandez plus d'efforts au gouvernement béninois. On ne demande pas d'efforts au gouvernement. On leur demande juste de nous ramener les anciens tests et de respecter la législation ancienne. Ce sont vos contributions, merci, on vous aura compris. Oui, M. Sadiko Alao, je vous pose la même question avant de savoir l'adresse ultime que vous aurez bien adressée sur ce plateau, dites Boni Yayi, dans sa posture actuelle, vous avez appris, comme tous, amnistie, désormais, retour au pays. Quel rôle peut-il jouer pour aider au dégel de cette situation? D'abord, Boni Yayi n'est pas concerné par l'amnistie. Boni Yayi n'est pas concerné. Pas du tout. Vous avez suivi les autorités. Il est poursuivi pourquoi? Personne ne l'a jamais dit. On dit qu'on veut l'entendre, on ne sait même pas. Si quelqu'un qu'on veut entendre, il est déjà poursuivi au point d'être amnistié. Non, c'est de la blague, excusez-moi. Je crois que c'est pour faire entendre à l'extérieur un certain son de cloche en pensant que c'est un débat Boni Yayi, président de la République. C'est archi faux, c'est de la politique, c'est du mensonge. Mais les politiciens ont l'habitude de mentir. Ça ne m'étonne pas. Le chef de l'État, vous l'avez suivi, lui? Non, il n'aime pas trop ça. Et puis... Bon, ça, c'est vous qui le dites. À vos risques. Vous l'avez suivi. M. Sadiko Alao, sa dernière sortie, vous avez suivi. Est-ce que Boni Yayi peut être la porte de sortie pour le Bénin dans la crise actuelle? Boni Yayi n'a rien à voir avec ce qui se passe. Il n'est qu'une victime. Ceux qui ont fait les lois scélérates, ceux qui ont confisqué notre économie, doivent rétablir la normalité dans ce pays-là et faire en sorte que notre constitution soit une constitution voulue et discutée par tout le monde. Merci, Maître Sadiko Alao. Non, je ne veux pas que vous me remerciez parce qu'il y a des choses encore plus graves. On veut désormais aller s'endetter au nom du pays et c'est le seul chef de l'État qui indique où il doit aller prêter, quoi il doit emprunter, et c'est sa seule signature qui compte sans que le peuple sache qu'est-ce qu'on veut faire de l'argent et comment l'argent va être utilisé. Il faut le dire haut et fort, demain, cette dette ne sera pas reconnue. On reviendra là-dessus, on va clôturer, mais c'est en vous demandant, juste s'il vous plaît, en 30 secondes, le regard du chef de l'État par rapport au franc CFA. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? 30 secondes. Que le chef de l'État n'a pas dit toute la vérité. Merci, oui, M. Sadiko Alao. Il n'aurait pas dû en parler parce que c'est le Bénin qui obère la zone CFA et toute vérité n'est pas bonne à dire. Lui est mal placé pour le dire. Bon, merci, M. Sadiko Alao. En tout cas, ce plateau est le vôtre, la parole reste libre. Nous espérons qu'il y a des éléments qui peuvent aider à consolider le vivre ensemble entre le Bénin et le Nigeria. Demain, c'est un autre jour, on se retrouvera avec la même disponibilité. Je vous fausse compagnie sur ces citations de l'écrivain français Albert Camus. Je le cite, la volonté d'arriver suffit à tout. Bonne méditation chez vous. À très bientôt.